la solution. Pourtant, la solution est simple. Si en amont, avant d'aller en forêt, vous prenez les armes nécessaires, c'est-à-dire vous allez en groupe, ensemble, vous saurez comment vous défendre en ce moment-là. Or, la RDC procède d'une gestion individuelle, égoïste, et par cette entremise-là, par ces chemins-là, arrivent tous les aventuriers de la planète savent qu'effectivement en RDC, on a des groupuscules en fonction de leurs intérêts qui vont devoir jouer dans ce type d'opération avec nous. Regardez bien, aucune guerre ne s'est passée en RDC sans l'autorisation des Congolais qui ont participé directement. Aucune activité de type à pouvoir rançonner la RDC ne s'est passée sans l'accord de certains Congolais. Parce qu'en amont, ils ne savent pas pourquoi ils sont Congolais. Ils ne savent pas que le fait qu'ils soient les descendants de mes coupés, que Dieu leur a donné cette terre à travers cette souffrance-là, et c'est par là que l'union sacrée est nécessaire. Ce ciment, cette cristallisation de nos souffrances nous permet de pouvoir dire, voilà, d'abord la protection de notre espace en vertu de ces éléments-là. C'est ça la grande difficulté. C'est la définition même de certaines terminologies comme la nation, le vécu quotidien, les valeurs communes, tout ce qu'on peut partager ensemble en tant que nation, en tant qu'État qui a souffert. Et Freddy Lumumba, il est également sur ce plateau. On dit que la communauté internationale change de stratégie, change de schéma. Aujourd'hui, on parle de la guerre contre la RDC. On se pose la question, est-ce que la guerre est finie? Mais en même temps, on a vu venir les sanctions contre certaines personnalités de la CENI, contre le procureur général. D'aucuns ont soutenu en disant que bon voilà, c'est une manière de faire, d'agir de la communauté internationale pour diviser l'actuel président à ceux de ceux qui ont géré le pays hier. Je pense que pour tout Congolais qui est conscient, il faut qu'on prenne conscience. Si ce n'est pas conscient, il faut qu'on prenne conscience aujourd'hui. Le Congo vient d'échapper à l'Occident. Depuis 1985, le Congo était considéré comme une entreprise et toutes les multinationales pensaient que les matières premières leur appartenaient, et avec le nouveau code minier, tout a basculé. Et ça s'est renforcé par les élections, parce que le Congo a eu des élections seul, et les dirigeants que nous avons maintenant sont les dirigeants, ne dépendent pas de l'Occident. Donc il y a d'abord la rupture. Deuxième chose, il faut que le Congolais comprenne, nous détenons la clé de puissance du XXIe siècle, qui est le cobalt. Sans cobalt congolais, il n'y aura pas de transition énergétique. Donc avec cette clé de puissance, toutes les multinationales, toutes les grandes puissances veulent l'arracher. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Ce n'est pas question du président Kabila, question du président Tshisekedi. On va arracher au Congo sa clé de puissance. Donc si nous détenons cette clé jusqu'au bout, nous résistons, le Congo sera une grande puissance d'ici 2030. Et troisième élément, je voudrais ne pas porter, vous savez, il y a une grande limitation géopolitique, il y a une grande limitation du capitalisme. Nous quittons ce que je n'ai pas appelé l'économie de la prédation, qui a été instituée par l'Occident depuis 1492. L'Occident a mis la main sur le monde avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Donc ça fait 5 siècles. Ce capitalisme a fait l'esclavage, on a vendu les Noirs, a fait la colonisation, on a volé les matières premières des autres. Ce capitalisme, l'économie de la prédation, a fait ce que je peux appeler ce que je joue en bourse. Quelqu'un qui se réveille le matin, il n'a rien, le soir il a des milliards. Les spéculateurs. Ah, ça vient d'où? La néocolonisation. Donc on est tombé dans ça. Maintenant, le cycle est arrivé à la fin. Il y a une autre nouvelle économie. Et vous verrez que la plupart des Occidentaux, ceux qui sont riches, sont enrichis par la prédation. Pour la plupart. Pas tous. Et maintenant, nous sommes dans un autre cycle de l'économie. Ce qu'on peut appeler l'économie de connaissance. Avec l'innovation technologique. La Chine, le pays asiatique en général, la Corée du Sud et d'autres se sont enrichis sans faire de guerre. Ils sont devenus riches parce qu'ils détiennent maintenant, je peux appeler la clé de l'intelligence artificielle, avec la révolution de nouvelles technologies. La question qu'on se pose, Manjoula en a fait allusion tout à l'heure, est-ce que les Congolais sont conscients de cela? Est-ce que les Congolais sont conscients que d'ici à 2024, la
production sur le cobalt va aller jusqu'à 61 milliards d'euros. Est-ce que les Congolais en sont conscients aujourd'hui? Je pense que nous représentons. La difficulté chez nous, c'est notre élite qui est aliénée, en commençant par les médias. Nous discutons des choses de hommes. Des questions essentielles, on n'en discute pas. Donc les problèmes du Congo, ce sont des médias, les universitaires aussi. Donc de sociétés sérieuses, vous suivez la France, vous suivez l'Amérique, quand il y a des problèmes, ceux qui connaissent, les vite parlent. Ici, on a des élites aliénées, corrompues. De nouveau, ils attendent qu'on leur donne un peu de pouvoir, qu'ils mangent, qu'il y ait des maisons et des voitures. Donc le travail à faire aujourd'hui, c'est rendre les peuples conscients. Et c'est le Kamala dit, il faut libérer l'imaginaire, déformater et reformater l'élite congolaise pour qu'elle comprenne le sens de l'histoire. On dit que le Congolais est minimaliste, il voit des choses en petit, il ne voit pas les choses en gros. Nous sommes dans un grand pays, mais pour nous, ce pays ressemble à un tout petit village. Pendant que Volkswagen, quand on parle du cobalt, Volkswagen a déjà installé une usine au Rwanda pour se rapprocher justement du cobalt congolais. Mais la difficulté, c'est l'école. Nous sommes pour une école héritée de la colonisation. On forme des capitaux, des gens qui doivent réussir par procuration, pour travailler pour les intérêts des autres. Donc si nous voulons changer demain, on change l'éducation. On reconstruit l'éducation par rapport à nos intérêts, pour avoir des élites qui vont faire des intérêts. Et deuxième chose, il faut des médias. Pourquoi les médias étrangers nous inondent? C'est parce qu'en face, il n'y a rien. On peut attaquer le Congo, personne ne peut attaquer Kinshasa, tout le monde dans la danse, tout le monde boit, c'est déjà jamais vu. C'est que l'élite comme ça, on lit l'histoire. Il faut que les autres personnes qui comprennent prennent le courage. L'histoire a toujours été faite par quelques personnes, c'est pas tout le monde. On continue d'être ce qu'il faut faire, c'est, pour conclure, c'est déconstruire, déformater, décoloniser l'élite congolaise, reconstruire d'autres personnes qui sont à la hauteur pour gérer ce pays. Merci, Jean-Marie Kassamba. Freddy a fait des graves révélations en parlant de l'élite congolaise qui n'est pas à la hauteur, mais on se pose la question, est-ce qu'on est véritablement indépendant? Est-ce qu'on est véritablement souverain? Vous êtes le patron, je l'ai dit lorsque je vous ai présenté, de la presse congolaise, mais lorsqu'on voit par exemple, ce n'est qu'un exemple, certaines chaînes émettent en clair, en RDC, je prends deux cas. Vous avez Télé5 qui met en clair, vous avez RFI qui met en clair, c'est la radio. Aucune chaîne congolaise ne met en clair en Europe. Il y a un problème. Sommes-nous vraiment indépendants lorsque vous avez un pays qui est fortement dollarisé, un pays où deux monnaies circulent? Or, la monnaie, c'est l'attribut de souveraineté d'un pays. Sommes-nous vraiment conscients? Sommes-nous vraiment indépendants? On ne l'est pas, mais aussi consciemment, on se laisse entraîner dans cette dépendance. Regardez le pays de la zone franc, ce qu'on appelle le pays de la zone CFA. Il se laisse emporter dans une domination monétaire depuis plus de 60 ans. Parce que c'était créé à l'époque coloniale, cette monnaie. Pourquoi? Parce que leur leadership est faible ou bien frileux. Dans notre cas, c'est exactement la même chose. Expliquez-moi pourquoi les Congolais, l'élite congolaise, lorsqu'on dit on va réouvrir Schengen, ils sont les premiers à applaudir. Parce qu'ils doivent voyager, ils doivent aller voir la famille à l'extérieur. Au voyage. Vous voyagez pourquoi faire? Parce que c'est pendant la période de Mobutu qui ont acheté des maisons en Belgique, en France, en Espagne. Ces maisons ont été confisquées. Aucun président africain n'a bénéficié, n'a profité de son argent planqué en Europe juste après son pouvoir. Aucun ministre. Une fois qu'il perd le pouvoir, cet argent est détourné par les avocats, les fiscs de ces pays s'accaparent cet argent, les maisons sont vendues et ils reviennent mourir chez eux, parfois dégarnis. Chez nous, il y a nécessité aujourd'hui que cette symbiose entre Félix Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila Kabange, président honoraire, cette symbiose perdure et s'intensifie de sorte que la majorité parlementaire qui va donner le gouvernement, les gouverneurs de province, plus l'identification des intelligences congolaises
ici et dans la diaspora, constitue ce qu'on appelle la résilience congolaise. Pour aller au-delà de cette symbiose, parce qu'il faudrait un programme économique fiable. Je dis bien, la résilience congolaise, pour un peu parer à ce qu'a dit mes amis, c'est que les Congolais doivent se prendre en charge. De quelle manière? Ne pas baisser la tête, parce que la guerre du cobalt, c'est maintenant. C'est maintenant que le monde industriel doit mettre la main sur le cobalt congolais. Il suffit que les Congolais se divisent, qu'on puisse dire à Fachi, écoutez, vous êtes sous le contrôle de Joseph Kabila, il faut vous démarquer. Il suffit qu'on dise à Joseph Kabila, regardez, Fachi est en train de prendre des mesures, chasse aux sorcières, il faut commencer à vous défendre. Il y a l'eau qui entre par là, et c'est la case qui est inondée. Les intellectuels divisés pour mieux régner. Bien évidemment, mais les Belges ont pratiqué ça pendant plus de 100 ans et ça fonctionnait. Regardez ce qui vient nous expliquer que la société civile, les Kapiamba, les Katende, les autres, sont les défenseurs des gens faibles qui n'ont rien à voir. Mais en réalité, ce sont des Congolais qui sont utilisés pour fragiliser leur propre pays. Mais comment est-ce possible? Depuis 1960, vous avez un Premier ministre, Lumumba, qui parle de la balkanisation. Nous sommes à plusieurs années après. La même situation, on en parle toujours, la prise de conscience n'est pas au rendez-vous. Mais la domination de l'Empire, c'est le Congolais qui a un problème, la domination psychologique, mentale. On a parlé de la prédation tout à l'heure. La domination de l'Empire est telle que le bourreau vous fait comprendre qu'il est là pour votre bien. Est-ce que les Vénézuéliens de maintenant sont des robots, sont inconscients pour croire que ce que Chavez a fait pour eux, la redistribution, la lutte, tout ce qui a été fait pour le bien des Vénézuéliens était mauvais, pour qu'un Vénézuélien en ce moment est en train de préparer la guerre contre le Venezuela pour permettre aux États-Unis de contrôler le pétrole vénézuélien. En Libye, c'était la même chose. Ce sont les Libyens que Kadhafi gérait correctement avec l'argent, avec chaque semaine, le niveau de vie, le social qui était bon. Eh bien, c'est à Benghazi, ces Libyens sont partis voir avec un philosophe français, malheureusement, Bernard-Henri Lévy, a vendu cela à Sarkozy qui voulait se venger, et ça fait l'hécatombe que vous voyez aujourd'hui en Libye. Les quelques Irakiens qui avaient trahi Saddam Hussein ont provoqué ce que vous voyez aujourd'hui en Irak. Et au Congo, nous avons la même chose. Quand les gens, on vous explique que votre cour constitutionnelle, ça ne vaut rien, d'ailleurs, celui qui a la tête, c'est un corrompu, et il y a des Congolais qui défendent ça, c'est de la naïveté. Lorsqu'on vous dit que votre CENI, avec une créativité extraordinaire de la machine, a voté, arrive à organiser des élections correctement et qu'on a des députés, on a aujourd'hui un président de la République, que le président de cette CENI s'était corrompu. Lui et son vice-président. Et il y a des Congolais qui croient en ça. C'est qu'il y a de la naïveté, de l'inconscience quasi permanente. Mais ce que je voulais vous dire, très rapidement, on va donner la parole à Guillaume. Cette émission, il ne faudra pas que ceux qui nous suivent ici au Congo, à travers le monde, pensent que c'est de la mentation des Congolais qui sont en train de dire, nous pauvres Congolais, on nous attaque, on nous domine. Non. Mais parfois c'est l'impression que ça donne. C'est l'alerte. Lorsqu'on s'attaque à l'Occident, on nous traite d'être trop plaintif. Non, on ne s'attaque pas à l'Occident. On rappelle que chaque pays doit avoir ses lampes témoins, ses éclaireurs. Lorsque Jeanne d'Arc, le général de Gaulle, défendait les intérêts français, ce n'était pas de la lamentation, c'était l'affirmation de l'homme français, de la France libre. D'ailleurs, de Gaulle est même sorti de l'ONU à cause de cela. Merci, grand plateau sur Télé 50, 3 invités face à moi, Freddy Mulumba, politologue, Guillaume Manzolo, il est polyessayiste et philo-politique, voilà, mais également Jean-Marie Kassamba, Guillaume Manzolo. Cette question, on est plaintif, on tend la main à l'Occident, et
les Occidentaux vont même très loin en disant vous voulez que d'autres personnes viennent développer le pays à votre place parce que vous êtes vraiment incapable de le faire de vous-même, par vous-même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions qu'il faudrait apporter? Lorsqu'on dit par exemple que ça a été dit à Indaba, en Afrique du Sud, que le Kamala, c'est qu'on doit faire l'apologie de l'intelligence, célébrer l'intelligence dans ce pays, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, célébrer l'intelligence nous permet de pouvoir rallumer cette flamme de l'indépendance et le souffle de l'authenticité. C'est capital. Voyez-vous, lorsque je regarde la RDC, je vois que nous sommes devenus un punching ball. Tout le monde peut taper dessus. Mais on ne s'arme pas pour pouvoir réciproquer utilement. Et si on parle de plainte, parce que nous ne sommes pas suffisamment armés pour pouvoir répondre de la manière la plus adéquate. Pourquoi? Nous sommes passés à côté de beaucoup de choses, notamment l'organisation en ce qui concerne notre spiritualité, notre cosmogonie, notre être à travers la culture. Cette question est capitale. Qui sommes-nous exactement? C'est quoi être congolais? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas un grand ministère de la culture et d'identité nationale? Un pays qui a connu quasiment aujourd'hui, on peut dire, 2 génocides, qui n'a jamais mis ça en exergue, qui passe outre son propre génocide. Léopold II trouve 25 millions d'habitants en 1885. En 1903, nous sommes à 12 millions et demi. Il y a plus ou moins 12 millions à 13 millions de personnes qui sont décimées. Aucune ligne dans l'histoire de notre pays, aucun enfant congolais de la maternelle ne sait pourquoi il est congolais. Alors que si on lui rappelle par un grand ministère d'État ou vice-primature à la culture que tu es d'abord congolais descendant d'un coupé, tes parents sont Kimpavita, sont Lumumba, sont Dimbangu, sont Kabila Père, et par conséquent ces gens-là qui sont morts pour cette cause-là, pour défendre, continuer à garnir ou à alimenter la flamme de cette indépendance-là, on doit les honorer. Aucun enfant congolais en maternelle n'a appris le même coupé. Comment voulez-vous créer ainsi une cristallisation autour d'un idéal qu'on doit défendre tous? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc on a perdu les repères. Mais on n'a jamais eu les repères. Non, c'est pas qu'on a perdu les repères. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu. J'ai regardé il y a quelques jours à la télévision lorsque les gens débattaient, on parlait du ministère de la Culture. Et qui dit culture en RDC, il y a un réflexe direct vers la musique. Qui a déjà organisé les concerts, tout ça, et par conséquent, on donne ce ministère-là. Ce n'est pas ça la culture. Nous sommes le seul pays avec autant de richesses qui n'a aucun prix littéraire. C'est la RDC. Aucun prix littéraire. Aucune édition. On n'a pas d'éditeur congolais. L'édition de sorte nationale qui puisse produire les œuvres de l'esprit, la puissance du cerveau. Il n'y en a pas. Nous sommes le seul pays où il n'y a aucun boulevard qui porte le nom d'un philosophe, d'un écrivain. On célèbre Mudimbe aux États-Unis. On lui a donné la chaire de philosophie à Stanford, inconnu en RDC. Quelques-uns peuvent vous dire entre les eaux, moi, Mudimbe, je souffre d'avoir hérité d'une religion de l'oppresseur et de l'étranger. Je suis devenu le porteur de cette religion-là. C'est énorme entre les eaux. Qui en parle? Nous sommes heureux sur le plateau de télévision de pouvoir faire référence aux auteurs étrangers et pas aux Congolais. Qui les célèbre? On célèbre un musicien quand il meurt, mais on ne célèbre pas un philosophe. C'est quoi comme pays? C'est lui qui vous indique l'origine des choses, la généalogie des choses et leur orientation. Le monde entier célèbre l'intelligence. En France, il est mieux côté d'être un grand écrivain que d'être chef de l'État. Pourquoi? Parce que c'est ce qui reste. Tout passe, sauf ça. Cicéron en parle encore aujourd'hui. On parle encore aujourd'hui de Socrate. Je ne sais pas qui était roi à l'époque. Mais ce sont ces idées qui restent à travers les âges et les temps, 2-3 000 ans après. C'est ça qu'on a ignoré jusqu'aujourd'hui en RDC. Voulez-vous faire un ciment? Vous faites sur base de quoi? Voulez-vous que chaque enfant congolais se lève au matin et prenne sa machette pour se défendre? Mais qui doit prendre l'élite pour donner un exemple? Qui doit monter? Nous sommes sans cesse à rappeler cette nécessité. Qui doit aller au charbon, comme on dit? Qui doit aller au charbon? Mais l'idée ici, M. Adam, nous avons été formatés par l'étranger pour agir comme ils pensent que nous puissions agir. J'ai du mal à entendre dans mes oreilles Congo, scandale géologique et tout ça. Un scandale géologique, sans avoir les penseurs qui le transforment en matière première, ça ne vaut rien du tout, ça vaut que dalle. Tout à l'heure, vous parlez du cobalt.
Juste une petite illustration. Au top du cobalt, on est arrivé à plus ou moins 150 000 $, 120 000 $ la tonne. Que la RDC vend, c'est-à-dire que si on doit ponctionner les 2% qu'on avait à l'époque, ça nous fait à peine, je ne sais pas, 24 000 $ sur les 120 ou 2400 $ à peu près. Très bien. Une fois qu'on a pris ce cobalt qu'on a mené aux États-Unis, qu'on y injecte de l'intelligence par les GAFA, cette tonne de cobalt qui a coûté 120 000 $ produit 1 milliard de $. Alors, entre le scandale géologique et l'intelligence, qu'est-ce qui est supérieur? La tonne est troquée à 120 000 $ par ceux qui exploitent. La RDC ne possédait à l'époque 2% à peu près. Et qu'au finish, en y injectant l'intelligence, ça produit 1 milliard. Parce que ces outils-là, on en produit par millions au départ d'une tonne. Alors, dites-moi, monsieur, si on y réfléchit un peu bien, n'avons-nous pas suffisamment d'ingénieurs qui peuvent bénéficier d'avoir des financements pour y réfléchir? N'avons-nous pas des penseurs qui peuvent vendre des livres dans ce pays ici? Combien de livres des Congolais sont enseignés à l'école primaire et à l'école secondaire? Il n'y en a presque pas. On doit faire des pieds et des mains, nous qui produisons de l'intelligence, on doit faire des pieds et des mains dans les ministères pour pouvoir solliciter, commander que nos pensées soient mises à l'école. Alors que les pensées occidentales qui nous mettent dans une disposition de la xénologie, c'est-à-dire que les lunettes de l'Occident par rapport au noir, nous chaussons la même lunette pour nous regarder nous-mêmes. Ce qui fait qu'on ne peut pas se définir avec les lunettes des autres. Et ça, ce sont les dirigeants congolais qui ont la responsabilité depuis très longtemps. Quand vous n'avez pas un grand ministère de la culture qui met en exergue les fondamentaux de votre être, votre identité nationale, on a eu ça pendant une période en France lorsque Sarkozy est arrivé, les grands débats sur l'identité nationale. On a rappelé notamment la fameuse phrase de Gaulle en disant la France est un pays judéo-chrétien des Blancs et pas autre chose. Je vais m'arrêter là-dessus pour vous dire, c'est assez pris simplement, monsieur Adam. Voyez-vous, c'est assez pris qu'on peut dire que ce qui nous unit, qui permet à ce qu'on puisse se battre contre l'autre, c'est ça. Je vais continuer là-dessus avec un élément capital, parce qu'il y a une honte qui me terrasse complètement. Les États-Unis ont été compromis dans l'histoire des élections, chez eux. Corruption de la Russie. Qui a condamné les États-Unis? Qui a condamné la Cour constitutionnelle américaine, la Cour suprême américaine? Personne. Pourtant, ils ont été compromis, tout est là, la vérité est là. Les États-Unis ne veulent plus de la CPI, ils sont en train de condamner la CPI. À quel titre les États-Unis peuvent se permettre de se gérer dans leurs affaires internes en attaquant notre Cour constitutionnelle? Il y a quelque chose qui ne va pas. La généalogie de la morale. Le plus fort a toujours raison et c'est entériné par certains Congolais qui sont en train d'applaudir. Exactement, merci. On accorde également la parole à Freddy Mulumba. Lorsqu'on lit certains philosophes africains, notamment congolais, qui parlent de plus en plus du changement de paradigme, du changement il faut reformater l'homme congolais, on parle de la rélecture de l'histoire, on parle énormément de théories pour pouvoir, comme l'a souligné Jean-Marie Kassamba, sortir de la traîtrise parce que la Libye trahie par les Libyens eux-mêmes, le Soudan trahi par les Soudanais, et le Congo est en train d'être trahi par ses propres fils. Oui, vous savez, Adam, moi j'ai toujours l'espoir. C'est par rapport à l'histoire. Il y a des périodes difficiles. Les gens se mesurent un peu, ils traversent cette période-là. Je pense que notre cas aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dernièrement, les passages de pouvoir de manière un peu civilisée entre le président Kabila et le nouveau président Tshisekedi. J'essaie un peu de suivre le discours du président Tshisekedi, me donne un peu d'espoir. Le 15 février 2019, devant le corps diplomatique, j'ai écrit 2 ou 3 choses. D'abord, il dit ceci que la politique étrangère, la nouvelle politique étrangère congolaise, est axée sur les partenariats stratégiques au bénéfice de notre peuple. Donc ce n'est pas une politique pour servir les autres, une politique pour servir notre peuple. Comme a dit Trump. Et deuxième chose, votre pays d'abord. Et il le répète, il dit, il faut qu'on respecte notre souveraineté, en commençant par nos partenaires traditionnels. Nous connaissons nos relations avec les anciens pays, les pays occidentaux. On nous traite comme des enfants. On nous impose.
Donc cette fois-ci, il faut qu'on le respecte. Et troisième élément dans cette vision de l'espace de vérité, il a parlé de l'indépendance politique, qui est soutenue aussi par l'indépendance économique pour le compte de nos richesses. Parce que quand vous mettez tout ça, ça donne un peu de l'espoir. Mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant créer la masse critique. Ça fait que tout Congolais prenne conscience que la souveraineté, l'indépendance, on ne discute pas sur ça. Il y a des valeurs, il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas discuter. Quel que soit les clivages, je dis tous les politiques. Et ça demande une prise de conscience. La conscience vient de quoi? D'abord la lecture de l'histoire. On tire des leçons de l'histoire. Et il faut ajouter la philosophie. Le drame est que les Congolais ne pensent plus. On réfléchit comme des robots. Il y a un travail à faire au niveau de l'enseignement, au niveau des émissions. On parle beaucoup plus de l'histoire et de la philosophie. Que pense le penseur congolais? Que pense Mudimbe? Que pense Kamana? Que pense Lukashama? Il y a encore Gomba Binda. Que pensent les Congolais? Ces débats doivent être dans les médias. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est comme s'il y a un complot. Moi, je ne dis pas le nom. Tout est fait que les gens qui sont contre le Congo sont au niveau des places stratégiques. On est corrompu les corruptibles. Je dis ceci. Tout est fait pour que là où il y a des places stratégiques, qu'il y ait des gens qui sont contre le Congo. Ce n'est pas normal. En cette période, vous regardez les médias congolais. Quel est le niveau de débat? Journalistes médiocres, mal informés, et les médias font l'apologie des autres. Il y a des exceptions. Je pense que non, nous sommes quand même des élites. Il faut se dire la vérité en face. Ce qui se passe ici, ce n'est pas pour nous. C'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Toutes les élites, toutes les civilisations du monde, tous les peuples du monde se préparent à ces mutations sans précédent. L'Occident est fini. Je recommande à ceux, les gens qui lisent Michel Onfray, qui a publié le sens et pense fin de la civilisation judéo-chrétienne. Il faut lire les extractions pour comprendre on est à quel niveau. Les drames que nous réfléchissons avec des chaînes intellectuelles de la guerre froide. Au sujet des médias, vous avez des instances de régulation des médias. Il y en existe chez nous, comme il en existe en Europe. Qu'est-ce qu'on va dire? Que même les responsables, je regarde dans le coin Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce qu'on va dire? Les responsables de ces institutions, de ces institutions de régulation des médias, instances de régulation des médias, eux aussi, ils sont corrompus, ils sont des traîtres. Non, je dis ceci. Nous sommes cette fragilité. Nous sommes aujourd'hui. Les Congolais nous suivent. Je pense qu'il est grand temps que ceux qui pensent être journalistes, penseurs, intellectuels, qu'il y ait des débats dans nos médias. Et je préfère que quand les gens ça me commence le premier. On donne les go. C'est pas normal. Qu'on aille passer par l'école occidentale, qu'on se comporte comme des idiots. Nous savons comment les Occidentaux mentent. C'est à cause des mensonges qu'on nous a dominés. Est-ce qu'on va continuer à accepter la domination? Voilà le problème philosophique que les Congolais manquent. J'espère que Jean-Marie prendra le courage de lancer un débat public. Pourquoi nos médias ne sont pas à la hauteur des enjeux? Nous, on a fait des études comme les autres. Comment est-ce qu'ils ne sont pas capables de traiter l'information comme les autres? Et quand vous regardez, c'est du n'importe quoi, des insultes. Il va répondre à cette question. Il vous reste 1 minute. Je suis en train de calculer le temps de parole. Il vous reste 1 minute. Mais il n'y a pas que le secteur. Vous avez épinglé un secteur spécifique sur le secteur des médias. Mais au Congo, on dit que c'est tous les secteurs de la vie nationale aujourd'hui qui ont un problème. Je ne pas que les médias. La médiocrité est partout. Le pays est par terre. Exact. Nous sommes une société en crise. Que faut-il faire? Nous sommes une société. Faut-il organiser des débats dans chaque domaine? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution? Nous sommes une société en crise. Quand une société en crise, ceux qui voient un peu clair peuvent aider les autres à comprendre les enjeux. Ça signifie quoi? On fait appel à des spécialistes en matière. Philosophes, économistes, politologues, journalistes. Le débat de la société, ça n'existe pas, même à l'université. Et quand vous partez à l'université, tu vois, le niveau de nos professeurs, c'est trop bas. Et quand l'université ne marche pas, il n'y a pas de société. Voilà. Et on est tous dans la complaisance, les tests de complaisance, tout le monde est d'accord, tout le monde danse, les endroits premiers, j'ai jamais vu. La science, il faut travailler, il faut être rigoureux et lucide. Jean-Marie Kassamba,
la question vous est déjà posée. Les médias doivent être porteurs d'espoir, formater l'opinion, être le fer de lance de la société, mais ce n'est pas le cas. Ils proposent même d'organiser un débat où... je pense que... Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je pense que ce qui est plus important, c'est de considérer que la pensée, la vie d'une société, c'est vue par et à travers les médias. Nous vivons en ce moment une guerre médiatique au Venezuela. Au Venezuela d'abord, mais il faut qu'on comprenne le concept de la répartition du monde par les grandes puissances. Vous avez CNN qui a commencé cette domination mondiale avec l'illustration par la guerre en Irak. Où vous avez vu qu'on a vécu une guerre quasi audiovisuelle, pour ne pas dire artificielle. On n'a jamais vu les cadavres des Irakiens. Il y a eu autant de millions de morts en Irak. On a barricadé la vision, on a orienté, on a donné au monde ce que le monde pouvait voir ou devait voir. La Russie a compris, a créé ce qu'on appelle Russia Today. C'est devenu un organe multimédia de domination pour équilibrer avec ce que proposent les États-Unis. La Chine avec CCTV, qui se décline maintenant même en des langues locales. Et la France essaie d'avoir avec France 24, qu'on appelle France Télévision, ou son père de média France Monde, TV5, RFI, France 24. Il y a deux domaines dans la vie où il faut de la décision de ceux qui dirigent et des moyens. Décision, ça veut dire quoi? Vous levez une option. Nous voulons aussi peser. Quel type de médias nous voulons avoir? Nous voulons peser, nous voulons que notre vision aille plus loin. Mobutu avait tenté de le faire avec la voix des Zaïre à l'époque. On appelait Tam Tam d'Afrique. Ça allait partout. Avec satellite, etc. On commençait à avoir cette vision. Aujourd'hui, si vous voulez rayonner dans le domaine des transports, il faut subventionner. Toutes les compagnies aériennes du monde sont en déficit, mais subventionnées par les États. Les médias, je viens de vous le dire, c'est la même chose. Or, en Afrique, et principalement dans notre pays, les médias sont le domaine le moins considéré en termes de financement, en termes de subvention. Il n'y a pas de think tank au Congo. Où sont les intellectuels congolais? Moi, quand j'écoute Freddy parler de nos professeurs d'université, où sont-ils? On a laissé le référentiel de Congolais, excusez-moi du peu, aux gens qui aboient, aux gens qui ne réfléchissent pas. Regardez dans la diaspora congolaise aujourd'hui, ce qu'on nous a servi comme leadership. Et il y a des tonnes de Congolais qui se sont même réfugiés dans l'anonymat. Des grands professeurs, des ingénieurs, des médecins, on ne les voit pas. Quand Félix Tshisekedi a été élu, on a vu ceux qui sont venus pour être nommés, ce ne sont pas les esprits brillants. Certains sont déjà répartis. Pourquoi? Parce qu'il y a la démission de l'intelligentsia congolaise. Il faut aujourd'hui une prise en charge de la tête du Congolais. Nous essayons de le faire avec Télé 50, avec ce que nous sommes en train de faire, pour donner de l'espace de réflexion, parce qu'il y a feu au lac. Mais ça ressemble à une goutte d'eau dans la mer, une goutte d'eau dans l'océan, parce qu'on alerte. Il y a que Télé 50. Nous sommes suivis aujourd'hui par des millions de nos compatriotes. Est-ce que tu ne peux pas embrasser tout le monde? Cet élan-là ne peut pas... Oui, nous sommes suivis par des millions de compatriotes qui doivent comprendre que l'élection de Félix Tshisekedi, ce n'est pas la clé pour sortir notre pays de l'œil du cyclone contre cette guerre de prédation. Bien au contraire. Parce qu'il vient de commencer, parce que le méandre de cette guerre, il ne le maîtrise pas encore, et qu'on fait tout pour le pousser à un isolement qui risque de le fragiliser davantage. Et deuxièmement, nos institutions sont encore faibles, très faibles. Ce qui veut dire en conclusion que la RDC n'est pas sortie de l'auberge. La RDC doit galvaniser, doit mobiliser ses intelligences d'abord. Il ne faut pas penser que notre pays va sortir avec de la prière, avec des slogans.